Cro-Blanc, Jack London. Chapitre 22. Le domaine du dieu. Sierra Vista. C'est ainsi que s'appelait le domaine du juge Scott, père de Wyndham Scott. Cro-Blanc se sentit rapidement chez lui. Dick, le chien de chasse, finit par accepter sa présence après quelques formalités. Il lui fit même des avances, l'engageant à jouer avec lui. Mais Cro-Blanc avait toujours vécu seul et préférait le rester. De plus, après tant de combats à mort, il n'était pas très joueur. Le bon chien en fut donc pour ses avances et ne prit plus garde désormais à Cro-Blanc. Il n'en fut pas de même avec Collie. Elle tolérait Cro-Blanc parce qu'il était sous la protection des maîtres, mais ne pouvait se résoudre à le laisser tranquille. Trop de ses ancêtres bergers avaient combattu les loups qui ravageaient les troupeaux pour qu'elle pût l'oublier. Elle ne perdait aucune occasion de lui miner la védure. Cro-Blanc ne ripostait jamais, présentant avec patience la fourrure protectrice de son épaule. Mais il finit par prendre l'habitude, lorsqu'il la voyait, de se lever et de partir, lui laissant le champ libre. Cro-Blanc eut pourtant quelques problèmes dans l'apprentissage de sa nouvelle vie. Tout était beaucoup plus compliqué que dans le Grand Nord. De même que Castor Gris, Scott avait une famille, mais bien plus nombreuse. Il y avait le juge Scott, père de Weedon, et sa femme. Il y avait les tantes Beth et Marie, et puis la femme de Weedon, Alice, et leurs enfants, Weedon et Maud, qui avaient 4 et 6 ans. Cro-Blanc, sans bien démêler les liens de parenté, consentit à se laisser caresser par chacun, et abjura même en faveur des enfants qu'il voyait particulièrement chers à son maître, son ancienne méfiance envers la jeunesse, oubliant les méchancetés subies de la part des petits Indiens. Il consentit même à ce qu'il joue avec lui, mais personne n'en obtint jamais le moindre ronron, strictement réservé à Scott. Quant aux domestiques, ils étaient des biens personnels du maître, et on ne leur devait aucune complaisance. Nul ne put jamais le caresser. Un autre problème fut celui des animaux. Dans le nord, le seul animal domestique était le chien. Tout le reste appartenait aux Wild et était bon à prendre si l'on pouvait l'attraper. Il était difficilement concevable que dans la terre du Sud, il en allât autrement. C'est pourquoi, ayant rencontré un poulet dans la cour, il lui sauta dessus. Le poulet jeta un piaillement effaré et mourut dévoré. Cro-Blanc, se léchant les babines, estima que cet animal constituait un déjeuner tout à fait remarquable. En sorte que Cro-Blanc observa les habitudes et mœurs des poulets, et ayant remarqué qu'ils se réunissaient pour dormir dans une sorte de petite cabane, il escalada un tas de bois, sauta sur un toit, et s'introduisit nuitamment dans le poulailler. Le lendemain matin, 50 poulets blancs de Leghorn, étranglés et non dévorés, soigneusement alignés par le palefrenier sur le perron, accueillirent le regard de Weedon Scott. Celui-ci siffla d'admiration devant ce méthodique chef d'œuvre et décida de sévir. Collie, pour sa part, était dans une rage folle contre le bandit du Wild. Cro-Blanc accourut à l'appel de Scott et ne manifesta aucun repentir. Au contraire, il montra un certain orgueil de cette chasse exceptionnelle. Il fut très étonné quand le maître parla durement. Il n'y avait dans sa voix que de la colère. Puis il lui tint la tête devant le cimetière de volailles et le gifla lourdement. Cro-Blanc en fut profondément affecté. Les coups jadis libéralement distribués par Castor Gris au Beauty Smith causaient une vive souffrance physique, mais la moindre tape donnée par le maître aimé lui semblait maintenant moins supportable que la pire correction de jadis. Il comprit que les poulets étaient comme les domestiques et les laissa dorénavant tranquilles. Pourtant, le maître l'ayant conduit un jour au milieu du poulailler repeuplé, il fut sur le point de céder à l'instinct en voyant cette nourriture vivante sous son nez. Mais de la voix, le maître le rappela à l'ordre et la leçon fut apprise. Comme le juge Scott en doutait, on enferma Cro-Blanc tout un après-midi dans le poulailler. Cro-Blanc se coucha et s'endormit. Réveillé, il alla boire un peu d'eau dans l'auge, puis comme il s'ennuyait, il sauta à la barrière et alla se promener dehors. Le juge Scott décida solennellement que Cro-Blanc valait mieux qu'il ne le pensait. Il y avait aussi tout un tas d'autres drôles animaux, comme les chats, les lapins ou les dindons. Tout cela devait être laissé tranquille. Toutes ces lois étaient extrêmement compliquées.
car un jour qu'il se promenait avec le maître dans la campagne, il vit le chien Dick poursuivre un lapin. Le maître ne s'interposa pas et excita même Cro-Blanc à en faire autant. Le lapin fut rejoint en 3 bonds, à la grande satisfaction du maître. Les lapins n'étaient pas tabous s'ils vivaient dans les garennes. Il en allait de même des écureuils, des cailles, des perdrix, des hérissons, des grenouilles, qui étaient en somme les bêtes du wild de ce pays-là, et dont il était permis aux chiens de s'emparer. Les maîtres n'entendaient pas leur protection sur eux. En revanche, il lui était défendu de toucher à la viande sans défense, exposée à la devanture du boucher, lorsqu'il accompagnait son maître à la ville la plus proche qui s'appelait Saint-José. Souvent, les gens s'arrêtaient pour regarder Cro-Blanc, et, ce qui était pire, pour le caresser. Il détestait cela, mais il devait subir. Après quoi, les gens s'en allaient comme satisfaits de leur propre hardiesse. Sur la route de Saint-José, il y avait 3 chiens qui erraient habituellement au carrefour ou autour des bars et qui avaient pris l'habitude de l'attaquer dès qu'ils l'apercevaient. Il supportait ces insultes en grondant pour les tenir à distance, mais refusait le combat. Les chiens semblaient particulièrement sacrés dans ce pays. Mais un jour que les maîtres des chiens les avaient ouvertement excités contre lui, Weedon Scott arrêta sa voiture. « Va, va sur eux !» dit-il à Cro-Blanc. Cro-Blanc, hésitant, regarda son maître pour s'assurer qu'il avait bien compris. Mais le maître lui fit un signe affirmatif en montrant les chiens. « Vas-y, camarade, va sur eux, vieux, et mange-les !» Alors, Cro-Blanc se rua à l'assaut. Il y eut un grand tumulte, des abois, des grondements, une bousculade de corps, et un nuage de poussière s'éleva qui cacha la bataille. Quand il fut un peu retombé, 2 chiens gisaient égorgés sur la route, et le 3e fuyait au loin. Il traversa un bras de rivière, franchit une haie, et gagna les champs à une allure vertigineuse. Lancé à ses trousses de son galop de loup, silencieux et rapide, Cro-Blanc le rejoignit et l'étrangla. Après cette triple exécution, le bruit s'en répandit dans toute la région, et les hommes défendirent désormais à leurs chiens d'attaquer Cro-Blanc. Il en fut très satisfait. Fin du chapitre 22.